C'était le matin, et M. Élie Oblomov était au lit, dans son appartement. M. Oblomov pouvait avoir de 32 à 33 ans. Il était de taille moyenne et d'un extérieur agréable. Il avait les yeux gris foncés, mais ses traits accusaient l'absence de toute idée profonde et arrêtée. La pensée, comme un oiseau, se promenait librement sur son visage, voltigeait dans ses yeux, se posait sur ses lèvres à demi ouvertes et se cachait dans les plis de son front pour disparaître ensuite tout à fait. Alors, sur toute la physionomie s'étendait une teinte uniforme d'insouciance. Le teint d'Oblomov n'était ni rose ni brun, ni positivement pâle, mais d'une couleur vague. Il peut se faire qu'il parût ainsi parce qu'Élie s'était affaissée avant l'âge. Était-ce par suite du manque d'air ou du manque d'exercice? Peut-être de l'un et de l'autre. À en juger par le ton trop mat et trop blême du cou, des mains menues et potelées, et par la mollesse des épaules, Oblomov semblait en général beaucoup trop délicat pour un homme. Dans l'émotion même, ses mouvements étaient alanguis par une paresse qui ne manquait pas de grâce. Si du fond de l'âme s'élevait un nuage de soucis qui l'assombrissait, son front se plissait, et on y apercevait la lutte du doute, de la tristesse et de la crainte. Mais rarement cette lutte aboutissait à une idée arrêtée, et plus rarement encore se résumait dans une résolution. Elle s'évaporait en un soupir et s'évanouissait dans l'apathie et la somnolence. Ses pantoufles étaient longues, larges et molles. Lorsque sans regarder il descendait du lit sur le plancher, ses pieds y entraient infailliblement du premier coup. Si Oblomov demeurait au lit, ce n'était point par nécessité, comme quand on est malade ou qu'on tombe de fatigue et de sommeil, ni par volupté, comme ferait un paresseux. Garder le lit était son état normal. Quand il restait chez lui, et il ne sortait presque jamais, il était toujours au lit. On apercevait bien sur les étagères 2 ou 3 livres ouverts, un journal abandonné, et même sur le bureau un encrier avec des plumes, mais ces livres étaient souillés de poussière et jaunis par le temps. On voyait qu'ils avaient été jetés là de longue date. Le journal était de l'année précédente, et si l'on avait trempé une plume dans l'encrier, peut-être qu'une mouche effrayée s'en serait échappée en bourdonnant. La pendule sonna 9h30. Oblomov tressaillit. « Qu'est-ce que je fais donc ?» murmura-t-il tout haut. « Il faut être raisonnable. Si on se laisse aller, alors… » Un quart d'heure s'écoula. « Ah non, dit-il. Assez du lit. Il faut enfin que je me lève. Quelle existence! J'aimerais mieux mourir !» Quelques minutes après, la pendule sonna la demie. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-il avec effroi. « Bientôt 11h, et je ne suis pas encore levé, pas encore lavé. Ah, bon Dieu! Quelle existence! Mieux vaut mourir !» dit Oblomov d'un air chagrin. Il s'étendit sur le dos. Il se tournait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Seulement, de temps en temps, on pouvait entendre des exclamations entrecoupées. « Ah bon Dieu, qu'il est difficile de vivre en ce monde !» etc. On ne saurait préciser combien de temps il aurait passé dans cet état d'indécision si la sonnette de l'antichambre n'avait retenti. « Ah, voilà déjà quelqu'un. Et je ne suis pas encore levé. Quelle honte. Mais qui peut venir à une heure aussi matinale ?» Et, étendu dans son lit, il regardait la porte avec curiosité. Entra un jeune homme d'environ 25 ans, d'une santé resplendissante, avec des joues, des lèvres et des yeux riants à vous faire envie. Il était irréprochable dans sa toilette comme dans sa coiffure. Il éblouissait par la fraîcheur du visage, du linge, des gants et de l'habit. « Bonjour, » dit Élie. « Bonjour, Oblomov. » Et il s'approcha. « N'approchez pas, n'approchez pas. Vous venez du froid. Vous n'êtes pas encore levé. »
Il écarta les 2 pans de son habit pour s'asseoir, mais après un examen attentif du fauteuil, il resta debout. « Votre santé est bonne ?»« Ma santé ?» dit Oblomov en bâillant. « Mauvaise. »« Et vous, comment allez-vous ?»« Moi ? Comme cela ? Bien portant et gai. Ah, très gai !» ajouta le jeune homme avec conviction. « Ah, vraiment ? D'où venez-vous de si bonne heure ?» demanda Oblomov. « De chez mon tailleur. Trouvez-vous que cet habit m'aille bien ?» dit-il en se tournant devant Élie. « Très distingué. Il est du meilleur goût, » dit paresseusement Oblomov. « Que de poussière vous avez là !» dit-il. « Il est temps. Au revoir. Venez prendre le thé après le ballet. Vous me raconterez comment tout se sera passé là-bas. »« Je ne puis, j'ai promis aux Moussinski, c'est aujourd'hui leur jour. Venez-y aussi. Voulez-vous que je vous présente ?»« Non. Qu'irais-je y faire ? » ?»« Chez les Moussinski ? Mais la moitié de la ville y passe. S'il vous plaît, comment qu'irais-je faire ? C'est une maison où l'on parle de tout. » »« C'est justement là l'ennui, qu'on y parle de tout. »« Dieu de Dieu, » dit Élie. « Eh bien, fréquentez les Mesdroff, » interrompit Volkov. « Là, on ne parle que d'une seule chose, des arts. On n'entend que école vénitienne, Beethoven et Bach, Leonardo da Vinci. Toujours un seul et même sujet. Quel ennui. »« Que dites-vous de l'ennui ? Mais plus on est de fous, plus on rit. »« Ah » dit Oblomov en bâillant. « Impossible de vous contenter. Et est-ce qu'il manque des maisons ? Maintenant tout le monde a son jour. Chez les Savinov, on dîne les jeudis, chez les Maklachine les vendredis, chez les Viaskinov les dimanches, chez le prince Tumenev les mercredis. Tous mes jours sont pris. Et vous ne vous lassez pas d'être ainsi en l'air tous les jours que Dieu fait ? » ?»« Ah bien oui, me lasser. Pourquoi me lasser ? C'est extrêmement gai, » dit-il avec insouciance. « Le matin, on lit un peu. Il faut être au courant, savoir les nouvelles. Dieu merci, j'ai un emploi si commode que je n'ai pas besoin de paraître au bureau. Seulement 2 fois par semaine, je reste là un peu et je dîne chez le général. Ensuite, on va faire des visites là où on n'a pas paru depuis longtemps. Et puis, c'est une actrice qui débute, tantôt au théâtre russe, tantôt au théâtre français. Nous allons avoir l'opéra. Je m'abonne. Mais maintenant, je suis amoureux. Voici l'été. On a promis un congé à Micha. Nous irons chez eux à la campagne passer un mois pour varier. On y chasse. Ils ont des voisins comme il faut. Ils donnent des bals champêtres. Nous nous promènerons dans les bois, sur l'eau. Nous cueillerons des fleurs. Ah !» Et il pirouetta de joie. « Mais il est temps. Adieu !» dit-il en cherchant en vain à se voir par devant et par derrière dans le miroir couvert de poussière. « Ah, voulez-vous manger des huîtres avec moi ? Venez, c'est Micha qui paie. »« Non, Dieu vous bénisse, » dit Élie. « Adieu donc. J'ai encore à passer dans 10 endroits. Mon Dieu, qu'on s'amuse en ce bas monde !» Et il disparut. Dans 10 endroits en un jour. Le malheureux, pensa Élie, et on appelle cela la vie. Il haussa très fort les épaules. Le malheureux, conclut-il, et il s'étendit sur le dos, ravi de n'avoir point de désir ni de pensée aussi vide, de n'être pas en l'air toute la journée, mais de rester couché là, sans compromettre ni son repos, ni sa dignité d'homme. Élie, en train de philosopher, ne s'aperçut pas qu'auprès de son lit se tenait un monsieur Noiraud, très maigre, dont le visage était tout à fait couvert par ses favoris, ses moustaches et sa royale. Le costume du nouveau venu dénotait d'une négligence préméditée. « Bonjour, monsieur Oblomov. »« Bonjour, Penkin. N'approchez pas, vous venez du froid, » dit Élie. « Ah, quel original vous faites, » répondit celui-ci, toujours le même incorrigible et insouciant paresseux. « Oui, insouciant. D'où venez-vous ? » ?»« De la librairie. J'ai été m'informer si les journaux ont paru. Avez-vous lu mon article ? » ?»« Non. »« Je vous l'enverrai. Lisez-le. »« De quoi traite-t-il ? » demanda Oblomov à travers un fort bâillement. « Du commerce, de l'émancipation de la femme, des beaux jours d'avril tels que le destin nous les a octroyés, de la composition nouvellement inventée contre l'incendie. Comment se fait-il que vous ne lisiez pas ?
N'est-ce pas là notre vie de tous les jours? Et surtout, je combats en littérature pour la cause du réalisme. Avez-vous beaucoup de besogne? Demanda Élie. Oui, assez. 2 articles par semaine dans le journal, ensuite des critiques littéraires. Puis, je viens d'écrire une nouvelle. Sur quel sujet? Comme quoi, dans une ville, le maire casse les dents des bourgeois à coups de poing. N'est-ce pas qu'il y a là une idée, assez neuve? Oui, surtout pour moi, dit Oblomov. Je lis si peu. En effet, on ne voit pas de livres chez vous, dit Penkin. Mais, je vous en supplie, lisez un livre qui va paraître. Un poème magnifique, on peut le dire. L'amour d'un prévaricateur pour une femme déchue. Je ne puis vous révéler le nom de l'auteur. C'est encore un secret. Qu'y a-t-il dedans? On y a mis à découvert le mécanisme de notre mouvement social, et cela sous des couleurs poétiques. On y touche à tous les ressorts. On y examine tous les degrés de l'échelle sociale. L'auteur y invite comme à une fête le grand seigneur faible et vicieux, et la tourbe des prévaricateurs qui le grugent. C'est là qu'on voit la peinture des femmes déchues de toutes les classes. Les Françaises, les Allemandes, les Finnoises et tout, avec une vérité renversante et palpitante. J'ai entendu quelques extraits. L'auteur est grand. On reconnaît en lui tantôt Dante, tantôt Shakespeare. Où diable vous emportez-vous? Dit Élie en se soulevant de surprise. Penkin se tut, sentant qu'en effet, il s'était emporté trop loin. Quand vous aurez lu le livre, vous jugerez vous-même, ajouta-t-il avec plus de calme. Certainement non, Penkin. Je ne le lirai point. Pourquoi? Cela fait du bruit. On en parle. Mais qu'on en parle. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de parler. C'est là surtout qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais lisez, ne fût-ce que par curiosité. Qui lirai-je que je ne connaisse pas? Dit Oblomov. Pourquoi écrivent-ils? Uniquement pour s'amuser eux-mêmes. Comment eux-mêmes? Et la réalité donc? Et quelle réalité? Quelle ressemblance? C'est à mourir de rire. De véritables portraits vivants. Dès qu'il tombe sur quelqu'un, marchand, employé, officier, sergent de ville, il l'imprime tout vif. Mais pourquoi s'exprime-t-il ainsi? Est-ce par récréation ou pour se dire « N'importe sur qui nous tomberons, le portrait sera toujours ressemblant » Mais de la réalité vivante, il n'y en a nulle part. Il n'y a ni intelligence, ni sympathie. Il n'y a rien de ce que vous appelez vous autres humanitaire. Rien que de l'amour-propre. Il ne représente que des voleurs, des femmes perdues, exactement comme s'il les empoignait dans la rue et les conduisait au poste. Dans leurs livres, on entend non pas des pleurs invisibles, mais rien que le rire visible et grossier. La méchanceté. Que faut-il de plus? C'est admirable. Vous venez de vous révéler. Cette méchanceté bouillante, cette persécution haineuse du vice, ce rire de mépris contre l'homme pervers, tout est là. Non, pas tout, dit Oblomov, qui s'enflamme soudain. Qu'on représente un voleur, une femme perdue, un sot bouffi d'orgueil, mais qu'en eux, on n'oublie pas l'homme. Où donc est l'humanité? Vous ne voulez écrire qu'avec la tête, criait presque Oblomov. Vous croyez que la pensée n'a rien à faire avec le cœur? Vous vous trompez. Elle ne fructifie que par la charité. Tendez la main à l'homme déchu pour le relever, ou pleurez amèrement sur lui s'il succombe, mais ne le raillez point. Aimez-le. Revoyez-vous en lui, et comportez-vous avec lui comme avec vous-même. Alors je vous lirai, et j'inclinerai la tête devant vous, dit-il en s'étendant encore une fois bien à son aise sur le sofa. Il peigne un voleur, une femme perdue, disait-il, et ils oublient l'homme ou ne savent pas le représenter. Où donc est l'art? Quelles sont les couleurs poétiques que vous avez trouvées? Libre à vous d'étaler la dépravation et la boue. Seulement de grâce, ne prétendez pas à la poésie. Oblomov s'aperçut que lui aussi était allé trop loin. Il se tut tout à coup. Les 2 hommes gardèrent le silence. « Eh bien, dois-je vous envoyer ma nouvelle »
Oblomov baissa la tête en signe d'acquiescement. « Savez-vous pourquoi je suis venu chez vous ? Je voulais vous proposer d'aller à Ekatarinov. J'ai une voiture découverte. J'ai à faire demain un article sur la promenade. Nous mettrons nos observations en commun. Ce qui m'échappera, vous me le ferez remarquer. Ce sera plus gai. Venez. » « Non, je ne me sens pas bien, » dit Oblomov avec une grimace et en ramenant sur lui la couverture. « Je crains l'humidité. Il ne fait pas encore assez sec. Au revoir. »« Au revoir, Penkin. » Écrire la nuit, ruminait Oblomov. Et dormir donc. Quand ? Et cependant, vas-y voir. Il gagne bien ses 5000 roubles par an. C'est du pain. Mais toujours écrire, dépenser son esprit, son âme en futilité, changer de conviction, trafiquer de son intelligence et de son imagination, violenter sa nature, se monter la tête, bouillonner, brûler, ne jamais connaître le repos, et toujours se remuer, sans but, et toujours écrire, comme une roue, comme une machine, écrire demain, après-demain, vienne une fête, vienne l'été, lui, il faut qu'il écrive, toujours. Quand donc s'arrête-t-il et se repose-t-il ? Le malheureux. Il tourna la tête vers la table vide, où l'encrier était à sec, où l'on ne voyait pas de plumes, et il jouissait d'être couché là, sans souci, pareil à l'enfant nouveau-né, de ne point s'éparpiller et de ne rien vendre.